Téléspectateurs de Mandé TV, bonjour, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. Bienvenue sur votre plateau Entretien Brut, le plateau de Mandé TV qui fait un décryptage de l'actualité. On regarde quels sont les sujets qui sont à l'horizon avec des invités, des collègues journalistes. On le ramène sur ce plateau et on décortique, on dissèque et on essaie de faire un diagnostic de cela. Voilà, sur ce plateau aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir des invités. Il s'agit de Monsieur Makan Fofana. Il est le vice-président de l'Association des consommateurs du Mali, ASCOMA. Il est chargé des questions de transport et d'énergie. Monsieur Fofana, bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue sur ce plateau. Merci. On va évidemment parler de l'énergie, on va un peu avoir un éclaircissement concernant l'énergie du Mali qui est toujours quand même un peu en crise. Deuxième invité sur ce plateau est Monsieur Mamadou Aïdara. Il est administrateur d'entreprise, il dispense aussi des cours, je crois bien en ressources humaines. Monsieur Aïdara, bonjour. Bonjour madame la directrice. Merci de vous rendre disponible. Merci, je vous en prie. Alors, sans plus tarder, téléspectateurs de Mandé TV, on va prendre nos dossiers, nos sujets, comme on aime si bien le dire sur ce plateau. Premier sujet qu'on a, voilà, c'est le sujet qui fait l'actualité en ce moment. Il s'agit des relations Mali-Côte d'Ivoire, et notamment concernant l'arrestation de l'honorable Mamadou Awa Gassama, arrêté le 2 juillet dernier à l'aéroport ivoirien Félix Houphouët-Boigny. Voilà, il est sous mandat de dépôt. Il a comme chef d'accusation outrage, incitation à la haine et incitation à la déstabilisation des institutions. Aïdara, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Merci Madame la directrice. Je pense que c'est une question d'actualité qui est de taille. Effectivement, depuis déjà quelques jours, nous avons tous appris l'arrestation de notre concitoyen malien, Mamadou Awa Gassama, depuis la Côte d'Ivoire. Et malheureusement, à la date d'aujourd'hui, en tout cas, moi j'estime que nous n'avons pas encore entendu une réaction ni du gouvernement malien, ni de celui du Mali, et en fait de la Côte d'Ivoire. Mais les rumeurs vont bon train en ce qui concerne son arrestation et les causes sont aussi multiples que variées pour l'instant. Alors, c'est quand même quelqu'un qui est rentré sur le territoire ivoirien sans encombre. Hein. Il rentre, il fait un séjour. Après ce qu'on a pu entendre, il va pour présenter des funérailles et il était censé revenir au Mali. Donc, il y a eu un décalage sur les heures de vol, chose qui n'a pas plu à l'honorable Gassama. Et en plus, c'est quelqu'un qu'on connaît qui a quand même un tempérament assez chaud, Tout à fait. pour le dire de manière terre à terre. Donc, il a fait entendre sa voix et c'est ce qui l'a quand même conduit à cette situation parce que dans les fichiers, on a pu savoir son identité, se rendre compte que c'est une personne qui a quand même tenu des propos assez virulente concernant les autorités ivoiriennes. Il faut aussi rappeler ici que quand même c'est pas une petite personne hein, pour le qualifier. C'est un ancien député, c'est un membre du Conseil national de la transition et ce jour d'arrestation a coïncidé avec la clôture au Mali des sessions plénières. Monsieur Fofana, par rapport à ça, est-ce qu'on peut dire que la situation va être davantage plus tendue, plus qu'elle ne l'est déjà avec la Côte d'Ivoire, nos voisins, les Ivoiriens. On sait très bien qu'il y a eu l'histoire des militaires par le passé, en 2022, pour préciser juillet 2022, qui a quand même déjà, dans un premier temps, mis l'huile sur le feu. Merci, madame. D'abord, je vais prendre une minute, présenter mon association, l'Association des consommateurs du Mali, qui a été créée depuis janvier 1991, qui se donne pour tâche de défendre et de promouvoir les droits des consommateurs. À ce titre, nous sommes affiliés
aux associations de consommateurs africaines, aux associations mondiales CI. Donc, et nous travaillons avec la Côte d'Ivoire dont tu parles. Mieux consommer, mieux vivre, ça c'est notre slogan. Donc, pour en venir à votre sujet, il me serait un peu difficile de me prononcer. Comme Aïdara l'a dit, le gouvernement s'est tué. Le gouvernement ivoirien s'est tué. Est-ce que moi, association de consommateurs, si je prends une certaine position, est-ce que je ne peux pas en fait, il ne s'agit pas de prendre une position, M. Fofana, c'est juste, voilà, est-ce que vous espérez, voilà, c'est plutôt ça, est-ce qu'on espère à ce que le Mali et la Côte d'Ivoire puissent pouvoir apaiser les choses, et puis peut-être que, étant membre d'associations de consommateurs, c'est aussi un appel à l'apaisement, tout simplement. Cet aspect aussi peut être vu. Justement, mais au-delà de tout ce que toi et moi allons dire, il y a 4 millions de Maliens en Côte d'Ivoire. Donc, quel que soit ce qu'on dit dans les réseaux. Par exemple, moi, je suis Sarakoulé. C'est difficile de trouver une famille Sarakoulé au Mali qui n'a pas une famille en Côte d'Ivoire. Bien sûr. Donc, quel que soit ce qui se passe, nous sommes obligés de vivre avec la Côte d'Ivoire. Bien sûr, Djabi, tu as parlé de son cas. La scène de l'aéroport est un fait de consommation. Mais quand il y a un problème de consommation, il y a les voies de recours normales. Soit tu règles à l'amiable, soit tu déposes une plainte. Même si c'est à New York, si la compagnie quand même vient chez toi, ce qui est sûr et certain, la compagnie est obligée de se soumettre aux règles de ton pays d'origine. Mais là-bas, quelle que soit la personne, il n'est dit à personne de se rendre justice. Mais je ne veux pas aller dans ces trucs. J'attends le gouvernement. Que le gouvernement se prononce. Comme le gouvernement a gardé le silence. Le CNT a gardé le silence. Il a fait 30 ans député. S'il est arrêté et que le CNT garde le silence, le gouvernement garde le silence, nous autres, sauf si nous voulons jeter de l'huile sur le feu. Sinon, je crois que tout ce qu'on peut dire, nous sommes de cœur avec lui et nous prions, parce que la liberté n'a pas de prix, quel que soit Alpha. Nous prions pour qu'il revienne le plus tôt et c'est ça. Ok, merci beaucoup. Merci. Aïdara, je vais me tourner vers vous. Ouais. Je pense que... Est-ce que vous comprenez ce silence entre les deux pays, le Mali, la Côte d'Ivoire? Vous comprenez ce silence? Bien vrai que c'était à titre privé, on le rappelle encore ici une fois de plus, cette visite sur le territoire ivoirien, mais est-ce que c'est compréhensible, ce silence? Bon, ce que moi je peux dire par rapport à cela, c'est que moi j'aurais bien voulu, dans le cadre de la bonne information du peuple malien, parce que le peuple malien a droit à l'information, de communiquer tant soit peu sur ce dossier. Sans pour autant peut-être rentrer dans les profondeurs, j'aurais bien voulu que le gouvernement se prononce tant soit peu sur le dossier. Mais je ne connais pas non plus les raisons du mutisme et du gouvernement malien et du gouvernement ivoirien. Je me suis dit que dans la majorité des cas, dans de telles choses, dans de telles procédures, il se peut qu'il y ait déjà des tractations dans les coulisses et aucune des parties ne voulait se prononcer. Parce que j'ai vu que depuis hier, un avocat a été quand même officiellement commis. Nous avons tous vu les réactions de notre compatriote Maître Konaté qui s'est prononcé qu'il a été d'office retenu pour défendre les droits de notre compatriote Mamadou Awa Gassama. Lui non plus, il n'a pas parlé. Il a dit que les faits sont suffisamment graves. Il s'est limité à ça. Mais personne d'entre nous ne peut en fait, à la date d'aujourd'hui, dire que quels sont les mobiles, quelles sont les raisons qui sont à la base de l'arrestation de notre compatriote. Tantôt, on parle de tentative de déstabilisation, de propos graves, en tout cas par rapport au président. D'autres disent que ce n'est pas forcément le cas, mais seulement l'avion a eu quelques soucis et les passagers ont été priés
de descendre, que c'est ce qui n'aurait pas plu à notre compatriote, qu'il aurait vociféré, et que c'est suite à ce contrôle et qu'on a finalement su son identité. Donc nous ne savons pas la date d'aujourd'hui, ce qui s'est passé, et personnellement je ne comprends pas très bien peut-être les raisons de ce mutisme, mais peut-être les deux gouvernements ont leurs raisons. Certainement les tractations, j'allais dire entre guillemets, sont en cours dans les coulisses, et que nous osons espérer que cette affaire-là puisse avoir un dénouement heureux. Mais ce qui est sûr, c'est que moi j'estime que les tentatives pour faire sortir notre concitoyen de la MACA demeurent. Parce que dans de telles choses, la diplomatie peut jouer son rôle, les communicateurs traditionnels peuvent jouer leur rôle, et les religieux aussi peuvent jouer leur rôle. Parce que nous nous rappelons tous, en juillet 2022, quand les 49 mercenaires ont été arrêtés, j'estime que le gouvernement ivoirien avait communiqué là-dessus, et ils ont quand même ils ont mis les bouchées doubles, j'allais dire, pour que effectivement ils ont essayé d'envoyer ces communicateurs, en fait les religieux, et la voie diplomatique aussi était en jeu, même si dans un premier temps, nous nous rappelons tous, le président ivoirien avait proféré des menaces, mais il a fini par utiliser les voies, les canaux diplomatiques, les canaux normaux, pour que en fait cette affaire-là puisse avoir un dénouement heureux, en faisant même des excuses. Donc je pense que le même schéma serait en cours, j'imagine, pour que notre compatriote puisse retrouver sa liberté. Alors ce qui est quand même crucial ici, encore une fois, c'est de dire que c'est un parlementaire. Et les chefs d'accusation qui quand même ont été très officiels, il s'agit d'outrage, d'incitation à la haine et incitation à la déstabilisation des institutions. C'est quand même très lourd. C'est quand même très lourd. Et en tant que Malien, Malienne, il ne s'agit pas de prendre parti forcément pour X, Y, mais c'est quand même un représentant malien qui se retrouve là-bas, et rien que pour ça, on a droit de pouvoir développer une certaine réflexion lui concernant. Monsieur Fofana. Oui, madame, je ne suis pas contre ce que tu dis. Mais il faut reconnaître un fait. C'est un parent. Il est incarcéré aujourd'hui, c'est dommage. Mais il faut que tout le monde sache que nul n'est au-dessus de la loi. Un problème de consommateur, si toi, tu prends un billet, que ce soit un avion, un car, tu voyages. Ce qui est sûr et certain en Afrique, ça c'est l'air quand même, le respect de l'air, tout le monde sait que ça c'est tous les jours. Maintenant, si se trouve que ça t'a créé des dommages, il y a des voies de recours. C'est ça. Mais quand même, l'homme, après tout, doit se retenir. C'est ça. D'accord. Ce n'est pas que je défends les Ivoiriens, ce n'est pas que, même si ça s'est passé ici, les affaires n'aiment pas les bruits. Quand il y a un problème, c'est une question de clientèle. La compagnie ne veut pas qu'on la salisse. D'accord, tu n'es pas rentré dans tes droits, quel que soit Alpha, il y a des voies de recours. C'est comme la fille qui a intervenu, sinon la femme qui a intervenu au CCRF de la Fiabougou. Tu es parti. D'accord, il y a quelque chose qui a été fait qui ne t'a pas plu. D'accord, il y a les responsables. Va voir les responsables. Va dire ce qui ne va pas. D'accord. Mais après tout, ne te rends jamais justice. Parce que ça peut toujours tourner autrement. Et ce qui est sûr et certain, Tes propos.
Les propos peuvent se retourner par la retourner. suite. D'accord, Tout à fait. on va essayer de réfléchir un petit peu à tout ça. Par rapport à la diplomatie aujourd'hui, elle reste muette, le gouvernement muet, on le sait. Mais est-ce qu'il urge pas vraiment de rentrer très vite en contact et de mettre en place une médiation le plus solidement possible? On a quand même un ministre, le chef des diplomates aujourd'hui, M. Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères. On sait qu'il a un charisme, il l'incarne. Vous pensez qu'il va peser énormément ou non, il va plutôt rester dans les coulisses? Bon, moi, en ce qui me concerne, moi, j'estime que c'est vrai que les tensions sont assez vives depuis un certain temps, hein. Cela, je dirais que c'est pas un secret de polichinelle en tant que tel. Les tensions sont assez vives entre le Mali et le gouvernement, en tout cas ivoirien, depuis belle lurette. Donc, je me suis dit que n'ayant pas connaissance des faits, en tout cas officiellement reprochés à Gassama, j'aurais du mal à me prononcer sur il s'agit de déstabilisation des institutions ivoiriennes ou bien si c'est un fait banal qui serait lié à une vocifération Non, dans mais un aéroport. il y a quand même des chefs d'accusation qui sont là. Mais pas officiellement. C'est vrai qu'il y a des informations qui ont été dites dans la presse. Tout le monde a pris connaissance. Mais face au mutisme du gouvernement malien et celui du gouvernement ivoirien, et encore plus, en tout cas depuis hier ou avant-hier que son avocat est rentré dans la danse, l'avocat aussi n'a pas, a priori, il n'a pas révélé, il parle d'accusations graves, mais il n'a pas relevé en fait la nature des accusations. Mais toujours est-il que, moi personnellement, j'aurais bien voulu que le gouvernement communique tant soit peu, en tout cas sur l'affaire. Mais je me suis dit que compte tenu de la tension, et le gouvernement peut avoir peut-être ses raisons, et moi, de mon point de vue, depuis déjà quelques jours, en tout cas une bonne semaine, j'estime que des tractations seraient en cours et que l'affaire aurait un dénouement heureux, je l'estime. En tout cas, c'est un peu le moins ce qu'on puisse dire. Nous osons tous espérer que notre compatriote puisse recouvrer dans les meilleurs délais sa liberté. Mais personnellement, j'aurais bien voulu que le gouvernement communique là-dessus. Mais s'il ne l'a pas fait, je ne connais pas les raisons profondes de ce silence. D'accord, on va suivre ce dossier de très très près, voilà, en le disant qu'il quand même il est sous menace d'une lourde peine, une peine de prison estimée à presque 10 ans. Donc c'est quand même énorme pour un compatriote, surtout du moins un parlementaire malien. Donc on pense, on espère surtout que la diplomatie pèsera de son poids pour avoir un dénouement heureux et voilà tout simplement. Voilà. Affaire à suivre, on va aller avec notre deuxième sujet. Il s'agit de l'adoption par le Conseil national de transition, voilà, du projet de loi portant la révision de la charte de la transition qui accorde un mandat de 5 ans reconductible au président de la transition, le général Assimi Goïta. Voilà. Aïdara. Le Mali, sous cette période de transition, reconductible, je ne sais pas. La loi a été votée. On attend sa promulgation. Elle est aussi issue des assises maliennes qui ont été faites fin avril, début mai, qui recommandaient cela, entre autres, entre pas mal de choses, notamment l'élévation du grade de colonel à général. Cette composition des colonels de la transition. Aujourd'hui, c'est effectif. Donc, les recommandations sont en train de suivre leur cours et ils avancent. Votre avis par rapport à ça? Merci, Madame la directrice. Moi, mon avis à la matière, c'est que je dis que le Mali, notre pays, est, j'allais dire, à la croisée des chemins. Nous venons de loin, certes, mais tout porte à croire que nous sommes confrontés à un certain nombre de défis, parmi lesquels il y a quand même le défi de démocratisation, de la continuité des institutions, des défis sécuritaires, des défis énergétiques, des défis
liées à tout ce qui est alimentation. Donc, ce n'est pas facile. Mais qu'à cela ne tienne, je crois savoir qu'à un moment donné, et les Maliens ont tenté de se regrouper et il y a eu les ANL, les concertations nationales, dont sont issues un certain nombre de recommandations. Je pense que par rapport au Conseil national, quelqu'un me parlait de 517 recommandations qui sont issues. Et il a été demandé de les suivre et puis de les matérialiser. Même si c'est vrai que par rapport à ces différentes rencontres, où l'idéal serait que l'ensemble des Maliens se regroupent pour pouvoir dégager une solution afin que notre pays puisse sortir de l'ornière. Mais malheureusement, cela n'a pas été le cas parce que nous avons constaté, en tout cas au cours de ces 12 derniers mois, que des Maliens se seraient retirés par rapport à ces concertations, à ces différentes rencontres. Des Maliens ou plutôt les leaders de partis politiques? Oui, les leaders de partis politiques ont dû boycotter effectivement certaines de ces rencontres. L'idéal serait que les Maliens puissent s'associer et que nous essayons de regarder dans la même direction parce que les dissensions, à ce que je sache, ne nous feront pas sortir, en tout cas, idéalement de l'ornière. Donc, qu'à cela ne tienne, ça, c'est un fait. Mais étant entendu, de mon point de vue, que les Maliens, en tout cas, se sont regroupés et ont fait ces recommandations, je pense que c'est l'exécution qui a dû commencer. Maintenant, mon point de vue à la matière, c'est que dans l'absolu, quand nous essayons de voir cette décision du CNT pour un mandat de 5 ans renouvelable, en tout cas indéfiniment, entre guillemets, jusqu'à la restauration quand même d'une paix relative au Mali, ça... Il n'est pas dit d'une paix relative, il est dit d'une paix totale. Totale. Bon, ok. Relative totale au Mali, d'accord, je vois. Ça peut, quelque part, écorcher les aspects de démocratie et de démocratisation, d'une part. Cela est une évidence. Maintenant, si nous devrons creuser un peu plus, de plus en plus de Maliens, malheureusement, ne croient pas à ce fruit, à cet enfant que nous avons vu naître, j'allais dire, permettez-moi l'expression, dans les années 90-91. En tout cas, ça n'a pas produit les résultats escomptés parce que même les démocraties, en tout cas les pays les plus démocratiques, les nations dites les plus démocratiques, nous sommes en train de nous rendre compte, en tout cas, c'est une évidence, selon moi, comme vous avez demandé mon avis là-dessus, que cette démocratie est de plus en plus remise en cause perpétuellement. En tout cas, il y a des politiques de 2 poids 2 mesures. Et il ne faut pas avoir peur de mots. On dit que les États-Unis, c'est la nation la plus démocratique, mais moi, je mets un bémol sur ces choses-là, en tout cas, vu en tant qu'observateur de la vie économique, les comportements que je vois, les prises de position que je vois, ne riment à rien, en tout cas un régime dit démocratique. Parce que moi, de mon point de vue, l'alternance en tant que telle n'est pas le seul baromètre. L'alternance en tant que telle, il y a les droits de l'homme, il y a les libertés individuelles, les libertés collectives, mais si tel n'est pas le cas, donc je mets un bémol là-dessus. Mais l'autre aspect, c'est que c'est vrai que j'ai dit que de prime abord, ça, c'est à la limite... je ne dirais pas une infraction, mais ça coince, ça corse un tout petit peu avec les aspects démocratiques. Mais quand je vois l'état du Mali, l'état dans lequel le Mali se retrouve et les défis énormes auxquels, surtout sécuritaires, auxquels nous sommes confrontés, des réflexions ont été mises sur, en tout cas, les différentes plateformes où on s'est dit que est-ce qu'à l'heure actuelle, nous devrons parler de démocratisation, de liberté, parce que quelque part, face à la pression, face à ces défis sécuritaires, nous devrons plutôt sortir la tête de l'eau. Et maintenant, quelles sont les voies et moyens pour pouvoir le faire? Peut-être l'État du Mali, en tout cas, d'une manière générale, ceux-là qui sont au pouvoir, et ont dû penser que c'était normal, qu'il faut stabiliser les institutions, et en renouvelant ce mandat, afin de voir, parce qu'un pays en guerre,
on ne saurait a priori parler de démocratie et les libertés individuelles sont souvent réduites. Cela n'est pas l'apanage du Mali, cela est lié à toutes les démocraties, à tous les pays, en tout cas du monde. Voici un peu à chaud ce que je peux vous dire pour l'instant. D'accord, merci beaucoup. Fofana, par rapport à ça en tant que citoyen, consommateur malien, l'alternance pour vous, impératif ou pas impératif? Juste. Bon, merci. Je suis là en tant que représentant d'une association de consommateurs. L'ASCOMA est une association apolitique. Bien sûr. Et à but non lucratif. C'est-à-dire, comme il a dit, nous avons des défis. Les défis sécuritaires, les défis d'infrastructure, de développement, les routes, les hôpitaux, tout. Quel que soit Alpha là, un mandat de 5 ans renouvelable ou non renouvelable là, pour nous, ça ne va pas faire descendre le prix du riz. Donc, ce qui est important pour nous, c'est qu'aujourd'hui, qu'on fait face aux défis. Ce qui est sûr et certain, un mandat n'est pas un défi pour un pays. Je regrette. En tout cas, pour moi, ça, ce n'est pas un défi. Bon, si les 5 ans, que ce soit légal ou non légal ou illégal, je sais qu'il y a des juridictions compétentes qui sont là. Ce qui est sûr et certain, notre Cour constitutionnelle est suffisamment compétente pour se prononcer en dernier lieu sur la question. Donc c'est ça mon avis. Mais ce que j'aurais voulu en tant que consommateur, vraiment que l'on voie d'abord comment le Malien puisse dormir tranquillement la nuit, se réveiller, avoir à manger, avoir la santé, avoir l'électricité. Imaginez aujourd'hui, voir les routes. Il n'y a pas de route au Mali. Toutes ces infrastructures-là, pendant 30 ans, on n'a pu rien faire. Alors qu'on était sur la démocratie, on avait les 5 ans, renouvelables, on l'a fait, ça nous a mené nulle part. Donc, chez nous, à l'ASCOMA, notre défi là, comment avoir une vie facile aux consommateurs. C'est tout. D'accord. Il y a aussi quelques spécialistes qui essayent voilà, c'est deux choses, qui disent que est-ce que le président de la transition, qui, après promulgation, passe président de la République, n'est pas en train de se tailler un mentor à la présidence à vie. Voilà, ça, c'est les Maliens qui vont voir et qui vont juger par rapport à cela. Il y a d'autant plus aussi certains spécialistes qui se demandent cette révision de la charte de la transition qui a été adoptée à l'unanimité par les membres du Conseil national de la transition. Et on sait comment ils sont arrivés à ce conseil-là. Ce n'est pas des députés en tant que tels. Ça a été par désignation du président. Donc, comment aller à l'encontre des volontés de celui qui vous met à cette place? C'est la grande question que certains citoyens peuvent évidemment se poser. Et aussi, par ces mêmes spécialistes, c'est de se demander quels sont les garde-fous au cas où l'équipe de la transition n'arrive pas à amener les choses à bon port de manière soutenue, surtout, parce que la transition était censée être limitée dans le temps. On aurait pu avoir des élections présidentielles transparentes, crédibles et léguer le pouvoir à un président démocratiquement élu en 2024. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi avoir des garde-fous? Voilà. C'est vrai, Assimi, c'est bon. C'est parti pour 5 ans reconductibles. Mais quel garde-fou par rapport à ça? Est-ce qu'on peut se poser aussi cette question de comme garde-fou? C'est comme vous, Monsieur Fofana, vous êtes dans une association qui défend les consommateurs, mais sûrement qu'il y a des garde-fous par rapport aux droits des consommateurs. Si. Voilà. Quel garde-fou on aurait pu imaginer? C'est ce que je vous dis, madame. Au Mali, on a assez de garde-fous. On a une juridiction compétente. Ce qui est sûr et certain, des hommes valables. Et on ne peut pas dire que c'est Assimi qui va les corrompre.
S'il y a quelque chose d'illégal, ils vont se prononcer. Mais on ne peut pas être plus réaliste que le roi. C'est ça mon problème. Moi, je suis association de consommateurs. Mon combat, comment la vie peut être paisible aux consommateurs. C'est ça. Mais celui qui est à la Cour constitutionnelle, il doit voir comment, dans mon pays, les lois sont en conformité. C'est ça. Mais si je dois me prononcer à la place de celui-là, là, ça c'est très grave. Monsieur Fofana, merci. Merci beaucoup. Non, mais tout compte fait, c'est ce que je vous ai dit, quel que soit Alpha. On a vu tous les mandats. Les CNT, les modes d'initiation. Par exemple, vous êtes trop jeune. Mais les 82 députés de Moussa. Mais on a dit que ce n'est jamais démocratique. Vrai ou faux? Que ça n'a jamais été démocratique. Parmi les 82 députés de Moussa, il n'y avait pas un seul député qui n'était pas représentatif. Et aujourd'hui, je m'asseye, j'ai dû au moins 40 noms de ces députés-là. Mais ceux qui sont issus de votre démocratie, là, je me demande s'il y a au moins 10 députés représentatifs. C'est ça. Et c'est ce qui fait que Gassama, on a de la peine envers lui parce que lui, au moins, il était représentatif. C'est ça. Donc, pour moi, qu'on s'attelle à d'autres choses, le Mali a assez de défis à relever. D'accord, merci. Aïdara, sur le sujet des garde-fous, est-ce que ces garde-fous auraient dû être précisés, mentionnés notamment? Parce que les chartes, au tout début, il était bien mentionné là-dedans que l'équipe de la transition, entre guillemets, n'ont pas à se présenter aux élections. Maintenant, c'est tout autre, c'est tout autre. Ça veut dire que c'est tout un boulevard pour Assimi Goïta. Je vois les inquiétudes, telles que vous l'avez dit, les inquiétudes exprimées par, en tout cas, une bonne partie aussi de la population, même si certains pensent que cette partie, elle est minoritaire, mais c'est une inquiétude de la part de certains Maliens, dont les avis doivent être pris en compte et considérés. Cela est une évidence de mon point de vue. Ce que vous êtes en train de dire, effectivement, qui est quand même, tant soit peu, l'idée de certains Maliens, c'est des inquiétudes qui peuvent être fondées et qui sont fondées pour qui connaît l'histoire. En tout cas, l'homme en tant que tel, je ne suis pas spécialiste en tout cas vis-à-vis de mon doyen ici présent, mais ce que je veux vous dire, c'est que moi j'estime qu'il y a des garde-fous et il doit y avoir des garde-fous. Parce que la nature humaine, je parle sous votre contrôle, est une nature complexe. Tout à fait. De mon point de vue, aucun peuple, aucune population ne doit donner un blanc-seing à un gouvernant. Ça, c'est mon intime conviction. Quelle que soit la bonne voie du gouvernant, il faut avoir l'œil sur lui parce qu'un homme, par définition, peut changer. Même si au départ, les bonnes voies peuvent être manifestes. Donc, il doit y avoir des garde-fous. Ces garde-fous entre pêle-mêle peuvent être la notion de séparation du pouvoir. Parce que dans tous les cas, l'exécutif n'est pas le seul à avoir tous les pouvoirs. Le pouvoir législatif doit être entre les mains des gens crédibles qui se soucient de l'avenir du pays. En sachant bien que le Mali est en proie à des défis majeurs, à des difficultés majeures, surtout d'ordre sécuritaire. Si nous ne prenions pas garde, le Mali peut tomber comme la Libye est tombée, comme certains autres pays sont tombés. Et cela par la faute de ceux-là qui veulent asseoir leur domination sur nous. Parce que n'oublions jamais, ne perdons pas de vue la survie de l'État malien. Donc, les gouvernants qui sont de l'ordre législatif, qui est le CNT, doivent avoir des hommes et des femmes crédibles qui doivent être objectifs dans leur jugement et dans la prise de décision. Premier goulot, pas goulot d'étranglement, comme vous l'avez dit,
il est important qu'ils aient ce comportement. Comme le doyen l'a dit, le pouvoir judiciaire est un rempart contre les abus que l'exécutif pourrait commettre. Cela n'est pas exclu. Dans tous les gouvernements, c'est que ce soit aux États-Unis, en France, dans tous les... il doit y avoir un contrepoids. Ça, c'est ma conviction à moi. Ça, c'est un deuxième contrepoids qui peut exister. La société civile, le peuple, quelque part, doit veiller au grain sur l'ensemble des gouvernants, que ce soit au Mali ou dans tous les pays du monde. Le peuple doit veiller au grain. Puisque nous avons vu des gens démocratiquement élus à 80, 90%, à 99%, mais malheureusement, les actes qu'ils ont eu à poser ne partaient pas du tout dans le sens de l'aspiration du peuple malien, du peuple qui les a élus. C'est ça le problème. D'où je parle de la nature volatile de l'individu. Donc, il est une obligation pour le peuple malien de veiller qu'il y a en un moment donné, lors des concertations, lors des trucs, donner cutus de faire dans ça, mais tout, il n'y a pas de blanc-seing à donner. Tout à fait. Ça, le peuple doit veiller au grain pour que les données ne changent pas, pour que tous les actes que les gouvernants posent aillent dans le sens de la survie, en tout cas, que le Mali puisse survivre de cette crise, que les Maliens puissent trouver à manger à leur faim, que le panier de la ménagère, je parle sous le contrôle du doyen, en tout cas, soit accessible. C'est ça aussi le rôle. Et les gouvernants doivent être conscients et aller dans ce sens, coûte que coûte, vaille que vaille. Alors moi, sinon, le peuple peut se dresser contre. Merci, mais j'ai besoin d'un petit éclaircissement par rapport à ce contre-pouvoir. On va rester dans cette même veine-là. Comment avoir ce contre-pouvoir du moment où tous les mécanismes qui sont censés soutenir ce contre-pouvoir n'existent pratiquement plus? Avec, dans un premier temps, la dissolution des partis politiques et activités à caractère politique, ça veut dire que la société civile n'a plus de force, n'est pratiquement inexistante. Même si Monsieur Fofana, par-dessus tout, vous voulez dire, voilà, j'ai une idée déjà de ce que vous pouvez penser là-dessus, mais peut-être que vous allez avoir l'occasion de le dire sur ce plateau. Et pour revenir un peu avec Haïdara, et ça c'est vraiment un prolongement de ce que certains spécialistes veulent dire, monsieur Fofana, c'est que cette transition n'a pas souvent, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est les citoyens maliens, n'ont pas très souvent tenu promesse. Dans un premier temps, ils partaient pour 18 mois. Après, il y aurait un léger report des élections. Finalement, il n'y a plus de léger report. Il y a quand même une classe. Il y a quand même une certaine partie de la population qui se dit, on va croire à ce projet de transition, mais qu'est-ce qui nous dit qu'à un moment donné, le discours ne va pas encore tout de même changer. Donc, c'est cette approche de garde-fou qui quand même interpelle certains Maliens. Monsieur Fofana. Madame, c'est-à-dire, bon, c'est pas, il ne faut pas penser en blanc. C'est-à-dire, ne jamais confondre le peuple malien et les partis politiques. La volonté du peuple, là, ça n'a rien à voir avec les partis politiques. Jamais. Si cette volonté était confondue aux partis... Il ne s'agit pas de la volonté des partis politiques, il s'agit d'asseoir un contre-pouvoir. Non, le contre-pouvoir là, est là, il y a le peuple qui est là. Le peuple malien n'est pas parti. C'est ça, le peuple malien n'est pas les partis politiques, mais le peuple malien est toujours là. Il y a les juridictions compétentes, d'accord, mais il y a le peuple malien qui est là. Et c'est ce que Assimi même a dit. Je suis à l'écoute de mon peuple. C'est ça. Et si tu vois que, bon, c'est-à-dire qu'il ne faut pas m'amener sur un terrain politique, je suis association de consommateurs. Mais en tant que Malien 100%, ce qui est sûr et certain, nous confondre à un parti politique, ça c'est... Je répète encore une fois, ce n'est pas de confondre. Je répète encore une fois, ce n'est pas de confondre. Il faut que ce soit bien clair sur ce plateau. Le peuple malien a été toujours là et
le peuple malien est toujours prêt, tous les jours, à répondre à l'appel. Ça ne vous en faites même pas. Le jour où le peuple malien saura que ça bascule, ce même peuple-là va sortir. Personne ne peut empêcher ça. Non. Non, ça, ce n'est pas lié à un parti politique, ce n'est pas lié à une association de consommateurs. Ça, c'est le sang malien qui est là. Ça, c'est une conviction. C'est ça. Moi, je suis parti à la place de la liberté, pas en tant qu'association de consommateurs. Non. Pas en tant que parti politique. Non. Je suis parti en tant que Malien. C'est ça. Et les vrais Maliens sont toujours là. Hein. Les Maliens, tout court. Non, ils sont là. Hein. Merci beaucoup. Aïdara, un dernier mot par rapport à ça. Ce que je peux dire par rapport, en tout cas, à la suite de ce que le doyen vient de dire, moi, j'estime que, en tout cas, en tant qu'observateur, hein, je n'ai pas peut-être toutes les données et je ne sais pas si les sondages se font de façon régulière pour connaître le pourcentage de Maliens qui est pour ou contre. Je pense qu'il y a eu quelques initiatives qui ont été prises ça et là, mais moi j'estime que ce qui se passe, c'est que d'une manière générale, c'est vrai qu'il y a des oppositions, il va y avoir des oppositions, ça c'est une évidence. Mais de prime abord, moi j'ai l'impression que la majorité des Maliens est en phase avec la transition. C'est cette impression que j'ai. Sinon, le peuple en tant que dernier rempart est un peuple résilient. Mais le jour où les choses vont déborder à un certain niveau, moi-même, je pense que je prends le doyen au mot, j'ai la conviction que le peuple va s'ériger. Et c'est pour cela que j'ai fait une invite au peuple en disant que le peuple, que ce soit au Mali ou ailleurs, aucun peuple ne doit donner un blanc-seing à un dirigeant. Parce que on ne sait jamais le pouvoir. Je pense que notre grand papy Amadou Hampâté-Bâ a beaucoup parlé du pouvoir. Et ça peut être enivrant, et puis quand tu prends un verre, ça peut commencer à te monter dessus. Ça, c'est la nature humaine qui fait cela. C'est pour cela que le peuple doit être ce soldat qui va veiller et qui veillera au grain, jusqu'à preuve du contraire. Maintenant, moi, de mon point de vue en tant qu'observateur, je me suis dit que le Mali est dans un ensemble maintenant qui s'appelle AES. Donc l'AES s'est aussi invité dans ce débat, dans cette gestion globale, où de plus en plus, la population, sinon le peuple, les peuples, en tout cas, qui sont dans l'ancrage maintenant de la souveraineté, sont en train de dire que ça fait longtemps, plus de 63, depuis nos indépendances, bien avant nos indépendances, que nous avons été, en tout cas, colonisés, brimés, et que c'est un nouveau vent qui est en train de souffler et que c'est le vent de la souveraineté. Et que de concert avec les autres pays, en tout cas, il y a un éveil de conscience qui s'annonce, donc nous devrons faire bloc pour essayer de nous tenir et aller de l'avant. C'est un peu ces sentiments que je suis en train d'observer aussi par rapport au peuple. C'est un peu ça, parce que le Mali n'est pas une entité isolée. Le Mali se trouve dans un ensemble qui de plus en plus est en train de marquer, de faire ses marques et qui veut se soustraire et de façon définitive de cette domination, de ce mensonge-là dans lequel on nous a embrigadés depuis des décennies. Je pense que c'est cette nouvelle dynamique qui est en train de prendre le pas et qui fait que ça donne l'impression que le peuple ne réagit pas, le peuple suit, mais le peuple pense que les gouvernants, en tout cas l'amorce qu'ils viennent de prendre en termes de reconquête des territoires, en termes de ceci, de cela, que ça va porter le fruit, en tout cas l'espoir est escompté. Mais qu'à cela ne tienne, moi je dis encore une fois de plus, tout ce que la transition, en tout cas les différentes transitions au pays de l'AES sont en train de faire, tout n'est pas aussi rose. Il y a des zones d'ombre, il y a des choses qu'il faudra améliorer. Ça, j'y tiens et j'en fais un appel pressant à ces autorités, aux autorités des transitions des pays de l'AES, d'une manière générale, comme nous sommes dans une dynamique, en tout cas unique maintenant, éclairée,
il fasse de telle sorte que le panier du ménagère soit amélioré, que les conditions de vie, que le tissu économique soit amélioré, que les uns et les autres qui sont en train de perdre leur emploi puissent en trouver dans les meilleurs délais. Parce que la résilience dont nos peuples sont en train de faire aussi pourront avoir leurs limites demain ou après-demain. Donc il urge que nos dirigeants puissent prendre les choses à hauteur de mission et travailler pour le bien-être de ce peuple-là. Merci beaucoup. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup, Aïdara. Voilà, on va aller à notre prochain sujet. Il s'agit de la crise énergétique, évidemment, mais surtout, on veut plutôt avoir une idée sur la situation du fonds de soutien. Voilà, depuis le 5 mars 2025, le prélèvement du fonds de soutien a été effectif. Ce fonds de soutien est entre autres installé pour pouvoir régler la crise énergétique qui a surtout fait pas mal d'impact sur l'économie malienne en 2024. Donc c'est vraiment le sujet, disons, le problème primordial à résoudre, et évidemment après avec d'autres sujets, problèmes qui rentrent en compte avec le développement. Et sur ce plateau de Mandé TV, nous avons une personne qui défend les droits des consommateurs aussi. Il s'agit de Monsieur Makan Fofana. Il est le vice-président de l'Association des consommateurs du Mali, ASCOMA, et il est en charge des questions de transport et d'énergie. Monsieur Fofana, les Maliens veulent savoir, vous avez été dans les rencontres, vous étiez sur la table des travaux avec les autorités de la transition, le gouvernement, pour discuter de toute cette faisabilité, de la mise en place du fonds de soutien. Et il y a eu évidemment un cadre de tout ça. Il y a eu au préalable aussi des discussions, des négociations sur l'éclaircissement. Vous avez déjà été sur l'un de nos plateaux ici pour pouvoir dire que voilà, ce fonds de soutien va être mis en place, mais nous, en tant qu'association des consommateurs, on aura toujours l'œil pour pouvoir voir où va ces fonds, à quoi sont alloués ces fonds, notamment, et faire un retour aux citoyens maliens qui sont prélevés depuis mars dernier. Merci, madame. Effectivement, nous avons été consultés pour la mise en place de ce fonds. Et nous avons donné notre avis, sinon notre accord. Ce jour, on était à peu près plus d'une dizaine d'associations de consommateurs quand même. Nous avons donné nos avis et nous avons donné nos accords. Les avis, c'était pratiquement les inquiétudes parce que nous venons d'un passé non lointain où la gestion des fonds publics n'a pas été du tout beaucoup reluisante. Donc, on a fait part de nos inquiétudes quant à la gestion efficace, efficiente et transparente de ce fonds. Donc, effectivement, partant, le fonds a été mis en place, effectivement, mars. Mais en juin, ou bien en avril, le CNT nous a appelés. En juin ou en avril? C'est quand même un écart de 2 mois. C'est juin. Non. Juin, c'était le mois dernier, ou bien c'est un mois juste après? Juste après, je crois que c'est en début de mois de juin. D'accord. Et nous ont posé les mêmes questions que tu viens de me poser. Comme si l'ASCOMA avait ordonné la mise en place de ce fonds. Mais on est d'accord, on les a dit que on a été consulté et on a donné notre avis. Et ils nous ont posé la question de savoir ce qu'on veut, c'est-à-dire quels sont nos projets par rapport à l'utilisation de ce fonds. On a dit non, c'est
dans les infrastructures de développement, pas l'énergie seulement. Non, parce que là où nous sommes aujourd'hui, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et on ne peut pas être toujours au collier des Blancs. Non. Donc, si nous-mêmes, nous nous battons, nous cotisons, ce qui est sûr et certain, nous allons réaliser nos infrastructures. C'est ça. Et c'est ce qu'on a dit au CNT. Le gouvernement a dit le compte rendu, c'est-à-dire qu'ils vont faire état de ce fonds une fois par an. Une fois par an. Une fois par an. D'accord. C'est ce que le gouvernement a dit. Mais nous avons proposé au CNT au moins 2 fois par an, sinon chaque trimestre, que l'on fasse la situation du fonds. Donc, comme le CNT vient de finir sa session-là, donc on ne sait pas les résolutions qui ont été issues. Donc, on attend, comme toi, de voir. Comme les Maliens, je me permets de rectifier. Comme voilà, les Maliens. Voilà, de voir l'usage qu'on va faire de ce fonds. En tout cas, on a dit carrément les infrastructures de développement. L'énergie avant tout. Ou c'est au même niveau. Mais je pense que la priorité, en tout cas, c'est ce discours qui a été porté aux Maliens. Et ça a été porté par le Premier ministre. Hein, je vous rappelle, comme quoi il urge de trouver une solution à cette crise énergétique. Voilà, parce que, madame, maintenant, elle bifurque un petit peu quand même, là. Non, on ne peut pas se comprendre. L'électricité, ce n'est pas que, bon, on est à 18 heures, qu'on passe 24 heures sur 24. Non, on ne veut pas ça. On veut des infrastructures de production d'électricité pour nous et des infrastructures qui peuvent participer au développement. C'est ça. Quand on doit mettre un train d'ici Gaoula, il faut que ce train soit électrique. Et pour ça, il faut vraiment une vraie production d'électricité. C'est ça, il faut qu'on dépasse les ampoules, les soudures, tout. Il faut qu'on dépasse ça. On veut vraiment la vraie électricité. C'est pourquoi j'ai dit des infrastructures de développement. C'est ça. Voilà. D'accord. Aïdara, par rapport à ce fonds de soutien, voilà, on entend ci et là. Les Maliens espèrent vraiment avoir au moins, comme le disait ici sur ce plateau, comme le dit d'ailleurs ici M. Fofana, une électricité H24. Donc, est-ce qu'on peut espérer H24 dans une année, dans 6 mois? Pour l'instant, on reste un peu dans le flou. On a nettement une amélioration d'électricité, mais les Maliens se disent au bout de 6 mois à 8 mois, on aura la barre qui va remonter pour aller à atteindre au moins les 24 heures. Mais pour l'instant, on ne sait pas. Les 19 heures d'électricité, c'est jusqu'à quand? C'est la grande question aussi que les Maliens se posent. Oui, moi je vois les difficultés auxquelles notre pays est confronté par rapport à cette crise énergétique. Mais ce que je peux dire, c'est que je suis tout à fait en phase avec le doyen qui dit que au-delà de la simple énergie, c'est-à-dire les groupes H24, qu'il faut d'autres infrastructures qui vont s'occuper non seulement de la production de l'électricité, mais aussi et surtout de son transport. Pour qu'à la longue, parce qu'il faut que nous ayons une vision, en tout cas stratégique, de cette gestion. Pas une gestion au quotidien où ce que nous avions toujours fait, faire du copier-coller, ça pose énormément de problèmes parce que cette façon de gérer, qui est un pilotage à vue, a montré ses limites. Ça, c'est sûr. Maintenant, il faut avoir une vision stratégique afin d'asseoir les bases d'une production permanente et d'un bon niveau de transport afin que nous ne soyons pas tous les jours confrontés à cette crise énergétique. Maintenant, par rapport au fonds, moi je pense que, en tout cas par rapport à cette situation que le Mali traverse, les fonds,
cette initiative est à saluer parce que nous ne pouvons plus compter sur ces partenaires-là qui nous donnaient par-ci, par-là, même si cela posait ces problèmes et puis cela n'avait pas eu un impact grand. Donc nous devrons nous ressaisir, comme on le dit, prendre le taureau par les cornes et générer des fonds à nous. Mais faut-il, j'insiste sur le mot, que ces fonds-là soient judicieusement utilisés. Je pense que c'est un peu le défi qui se pose à nos gouvernants. C'est ça. Moi, je ne suis pas de la période de Modibo Keïta. Même si je suis né juste 2 ans peut-être avant l'arrivée de Moussa, pour le dire ainsi. Mais malheureusement, les gouvernants n'ont toujours pas été des modèles en matière de gestion transparente des fonds de l'État, des fonds qu'on retienne sur les petites populations. C'est ça le problème du Malien. Nous osons espérer et nous croisons les doigts en espérant que ces fonds-là qui sont en train d'être collectés à la sueur des fonds des Maliens, et souvent comme on le dit, parce que tout le monde aussi n'est pas d'accord, on a vu des réticences, en tout cas des voix s'élever contre cette collecte-là. Donc, mais faut-il que ce fonds-là soit géré de la manière la plus transparente que possible, qu'il y ait un compte rendu régulier. Moi, j'allais dire, on a une idée des fonds collectés par mois, pourquoi ne pas le dire par mois? 2 fois même par an, pour moi, c'est peu. C'est l'argent des gens, les gens doivent savoir l'argent là est rentré dans quoi. Nous, ce n'est pas la première fois que le Mali a collecté des fonds, mais s'il y a eu un compte rendu fidèle et détaillé de cette gestion des fonds collectés, moi, je ne me rappelle pas. Il ne faut pas que... On a vu le fonds Covid ici. Oui, ça soit le cas. On a même vu des gens être arrêtés après parce qu'il y a eu une mauvaise gestion de ces fonds. Donc, il ne faut pas que ça soit de la répétition et qu'après cette affaire-là se termine en queue de poisson. C'est ce qui énerve le peuple. C'est pour cela que j'ai dit que le peuple doit veiller au grain parce que c'est son argent. Et ceux-là qui nous gouvernent sont nos employés à nous. Cela doit être une évidence. Ils travaillent pour nous, ils sont payés par nous, par la collecte de nos impôts, de nos taxes et de ces fonds de solidarité. Et ces fonds méritent qu'on ait une veille, en tout cas qu'on ait un œil sur ça, et que ces fonds-là doivent être judicieusement utilisés. Si cela se fait, ça va donner un autre élan au peuple malien de cotiser davantage. Je pense que c'est ce défi et les gouvernants sont interpellés par rapport à cette exigence de son peuple de gérer de façon judicieuse les fonds qu'il donne pour que le peuple malien puisse sortir de l'honneur. Ça, c'est un peu ce que moi je peux dire à chaud dans un premier temps. D'accord. Merci beaucoup. Je vais me retourner vers Fofana. Est-ce que, parce que nous, pour l'instant, on n'est pas dans les secrets des dieux. Peut-être que vous l'êtes avec cette approche, avec le Conseil national de transition. Mais est-ce qu'on vous a donné quelques échéances concernant la crise énergétique en vous disant, après prélèvement, voilà, ça va tendre à s'améliorer? En fait, il y a eu un pic d'amélioration et après, nous stagnons à ce pic-là. Et est-ce que les Maliens vont stagner à ce pic pendant une année, le temps de faire une situation de ce fonds ou pas? On peut s'attendre dans quelques mois à voir peut-être H24. Et vous devriez pourtant être à cheval quand même de toute cette approche-là. C'est pas... Vous avez été sur la table des discussions quand même, M. Fofana. Donc, étant sur la table des discussions, association avec d'autres associations, il faut avoir l'œil de ce qui se passe. Vous êtes là aussi pour, en réalité, la protection des droits des consommateurs. Oui, madame, je vais sur la base que on n'a pas d'abord touché au fond. Je vais sur cette base, sur ce poste-là. Parce que ce qui est sûr et certain, si le fonds doit être utilisé, ce serait avec un consensus dans les différents programmes. Ce n'est pas unilatéral. Il y a une commission qui est là, mais on attend que le CNT finisse de peaufiner les textes, tout. Je vais sur cette base. Donc, on n'a pas d'abord entamé le fond.
Bien sûr, on avait dit déjà en juin, on aurait fini avec ce problème d'électricité, tout. C'est ce que j'ai dit, madame. Tant que je ne vois pas ériger des barrages hydroélectriques ici au Mali, ce qui est sûr et certain, je ne serai pas tranquille. À défaut d'une centrale nucléaire. C'est ça. Il faut qu'on quitte ces 100 mégas, 50 mégas. Non, on ne veut pas ça. Ouais. On n'est pas allé au fond avec cette idée, non. On est allé au fond pour avoir vraiment de véritables infrastructures de production pour nous. Ce qui n'a jamais été fait pendant les 30 ans. Pour l'instant, les centrales qui étaient là, le Mali avait combien? La population du Mali, c'était les 6 millions. Oui, mais pour l'instant, ce n'est pas effectif. Donc, même si vous comparez, pour l'instant, ce n'est pas effectif. Monsieur Fofana. On n'a pas encore l'électricité H24. Vous venez de dire que ce n'est pas ce qui a été fait il y a 30 ans. Mais pour l'instant, ce n'est pas effectif. Bien sûr. Mais le prélèvement est effectif. Bien sûr. C'est ce que je vous dis. J'ai dit que nous serons tranquilles quand nous verrons, même si on nous donne aujourd'hui 24 sur 24 électricité là. Non, ce n'est pas ce que je veux. Ce que je veux, qu'on ait des infrastructures de production réelles, propres à nous, qui peuvent nous tenir pendant 50 ans. Des infrastructures avec quoi on peut avoir des bus électriques, des infrastructures électriques avec quoi on peut mettre un train électrique d'ici Bamako, d'ici Gao, d'ici Kidal. Mais ce n'est pas les petits courants là. Il faut qu'on en finisse, qu'on aille au développement. C'est ça notre problème. Nous sommes allés au prélèvement avec ça. Construire des grandes unités industrielles, faire des routes, ce n'est pas les petites routes du Nouveau Bamako, choses, non. Si voit Bamako, Kaï. C'est ça. C'est pourquoi on a dit même au CNT, en dehors de ces infrastructures, nous serons d'accord qu'on donne l'autorisation de payer je sais pas, le génie rural et le génie militaire là. Génie militaire. Voilà, pour les routes, qu'on équipe solidement notre génie militaire. Et pour des grands travaux. Bon. C'est ça. Un développement, c'est-à-dire quand tu veux aller au développement, tu bats les pieds joints. C'est ça, madame. Sinon, moi, mon problème, ce n'est pas les 24 heures, les 12 heures. Ils avaient dit juin. Mais même si on met l'électricité aujourd'hui, ce qui est sûr et certain, ça, c'est de la poudre aux yeux. D'accord. Voilà. On compte sur vous, on compte sur les associations des consommateurs. Vous êtes à pied d'œuvre par rapport à ça. C'est pour ça que vous êtes ici aussi sur ce plateau pour pouvoir donner un peu plus de précision à nos téléspectateurs. Juste une petite question par rapport à ce fonds. Cette question, évidemment, c'est par rapport à... On a eu à faire des micro-trottoirs pendant le prélèvement, dès le prélèvement effectif. Il y a une question qui revient très souvent, étant association qui protège les consommateurs. Comment compreniez-vous que dans certaines localités, il y a des populations, des villages très lointains, au fin fond de nos zones, où les citoyens sont prélevés, mais pourtant dans la zone, ils n'ont pas d'électricité, absolument pas du tout. Comment on peut comprendre ça? Est-ce que en ce moment, leurs droits à ce niveau sont protégés ou pas? Non, madame, d'accord, si tu pars sur ce postulat, ça, ce serait autre chose. C'est-à-dire, le prélèvement, ce n'est pas pour l'électricité seulement. Ça, c'est un. De deux, nous nous battons pour que le prix du courant soit uniforme sur toute l'étendue du territoire. Par exemple, ceux qui sont à Amadère, là, sur Amadère, là, ils payent pratiquement le kilowatt à 500 francs, alors que toi, à Bamako, ici, tu le payes à 80 francs, 90 francs. Les Maliens. Tu vois l'injustice. C'est ça. Donc, tant que on va colmater l'électricité, c'est ce qui
c'est ce qui va arriver. Ouais. Mais si on a de vraies infrastructures, tout le monde aura l'électricité et à un prix unique sur toute l'étendue du territoire. Ça, c'est d'un. De deux, tu parles des zones déshéritiées où le réseau ne fait... Tu sais qu'il y a eu trop de mauvaise gestion dans ces pays. Faut pas m'amener à parler. Parce que... Ce serait bien aussi de donner sinon, un peu on a créé... Par exemple, on a créé le fonds d'accès universel. C'est un prélèvement sur les consommateurs. Bien sûr. Mais le fonds a été créé. Pourquoi? Pour que l'on évite les disparités là dont tu parles. C'est-à-dire quand je suis à Dourou et que on dise à Orange d'aller à Dourou alors que la population ne dépasse pas 1000 personnes, il sait que il va investir, il n'aura jamais son argent. Mais ces fonds-là a été mis sur ça. D'accord. Le fonds d'action universel est là. Il va faire les infrastructures à Dourou. Ce qui est sûr et certain, l'Orange ne fait qu'exploiter. Mais c'est pourquoi j'ai dit qu'il ne faut même pas parler de parti politique. C'est ça. Sinon, madame, on veut une équité entre tous les Maliens, que le prix du sucre soit 600 francs à Markala comme à Bamako. Le prix de l'électricité à Ansongo et Bamako, autant. C'est ce qu'on avait au temps où il n'y avait même pas de démocratie. Hein. Quand tu payais à la Souriex à Bamako, là, et que tu payais à Gao, là, c'est la même chose. La coopérative, c'est comme ça. C'est les mêmes prix sur toute l'étendue du territoire. Alors on n'était pas au 26 mars. D'accord. Merci beaucoup, M. Fofana, qui nous a éclairé quand même sur pas mal de points. Juste une dernière. L'échéance, c'est quand? Les 1 an pour faire la situation? C'est en mars? Bon. À partir de la date du prélèvement ou bien... Non, c'est-à-dire, dans les textes, ils ont dit 1 fois par an. Mais nous avons amendé au CNT, on était avec le redéploiement. On a dit au moins 2 fois. 2 fois. Sinon, nous privilégions par trimestre. Par trimestre, qu'on fasse la situation du fonds et qu'on fasse la situation des programmes à exécuter. C'est ça. Donc, c'est pourquoi je vous dis que dans mon entendement, on n'a pas touché d'abord à un rotin de ce fonds. Parce que si aujourd'hui il se trouve qu'on a commencé à dépenser ce fonds, ça veut dire que nous courons déjà vers l'abîme. Ça, c'est sûr. Ça, c'est votre entendement. On attend de voir la suite, plus de précision. Messieurs, nous arrivons à la fin de notre décryptage d'aujourd'hui. Merci de vous rendre disponibles, surtout. J'imagine avec vos agendas très, très chargés. Nous avons sur le plateau M. Makan Fofana, M. Mamadou Aïdara. Vos derniers mots pour dire au revoir à nos téléspectateurs. Aïdara? Merci Madame la Directrice. Je pense que c'est l'occasion encore pour moi de renouveler mes sincères remerciements et toutes mes félicitations à Mandé TV, à sa directrice et à l'ensemble de son équipe. Et qui quand même, dans un élan, en tout cas dans leur ensemble, font de leur mieux pour véhiculer la meilleure information possible à la population malienne, ce qui est une bonne chose, ce qui est à saluer. Et pour ma part, j'étais quand même très content de faire la connaissance de doyen Fofana. Et nous osons espérer, c'est ma 2e fois, je crois, que sur ce plateau. En tout cas, merci pour l'invitation. Et ça serait toujours avec le même plaisir que je me retrouve sur ce plateau d'entretien brut. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Fofana, histoire de dire au revoir à nos téléspectateurs. Vraiment, merci. Et merci à monsieur Aïdara. Et à Aïdara, je veux lui dire que la situation de l'électricité
ne peut pas aller sans le partenariat public et privé. Les privés, il faut qu'ils acceptent de conjuguer pour une bonne électricité au Mali. Et quant à vous, Mandin Télé, bien sûr, vous titillez les gens, jusqu'à ce que j'ai commencé à suivre. Mais quand même, force est de reconnaître que vraiment, vous accompagnez la société civile. Ça, c'est très important. Ça veut dire que vous avez soif de vérité, vous avez soif d'informer les Maliens. Et je crois que la tendance est à saluer. Nous resterons à vos dispositions. Je salue vraiment les téléspectateurs et merci, à bientôt. Merci beaucoup. Téléspectateurs de Mandé TV, nous avons sur ce plateau M. Makan Fofana. Il est le vice-président de l'Association des consommateurs du Mali, ASCOMA. Il est en charge des questions des transports et d'énergie. Monsieur Fofana, merci beaucoup. On se dit à la prochaine. Merci. Deuxième invité sur ce plateau, c'est Monsieur Mamadou Aïdara, administrateur d'entreprise, enseignant aussi quelque part, et beaucoup d'autres casquettes qu'on ne citera pas ici sur ce plateau. Monsieur Aïdara, merci beaucoup et on se dit sûrement à la prochaine. Je vous en prie, merci pour tout. Au plaisir. Téléspectateurs de Mandé TV, restez connectés sur la page, sur les pages de Mandé TV Reflet du Mali, et restez toujours fidèles aux ondes de Mandé TV. Petit rappel concernant notre numéro sur le décodeur Canal+, nous passons au numéro 381. J'ai été ravie de présenter ce plateau aujourd'hui. Je salue la régie qui a assuré l'enregistrement. On se dit à la prochaine.